Bonjour, Benoît Test, secrétaire général de la FSU. La FSU soutient pleinement, entièrement, complètement la revendication des collègues d'EPS, la revendication du SNEP, pour le plus et mieux d'enseignement physique et sportif à l'école. C'est important qu'on soit autour de cette revendication majeure, fondamentale dans la période, pour développer le sport à l'école. C'est important pour les enfants, ça participe à la culture commune, contrairement à ce que certains parfois voudraient faire croire, en rabougrissant les enseignements aux fondamentaux, à ce qui est présenté comme les fondamentaux et uniquement le français, les maths et encore de manière très mécanique. L'EPS, ça participe à la culture commune, ça participe à une éducation riche. On le voit, il y a des enjeux énormes dans la période avec le développement de l'obésité, le développement de la sédentarité, la nécessité d'une éducation physique qui prenne en compte toutes ces dimensions. Et on est en année de Jeux olympiques et paralympiques où justement on devrait profiter de ce moment pour faire de la culture sportive un des éléments à promouvoir, à développer. Et de ce fait-là, la revendication de davantage d'heures d'enseignement de l'EPS dans le système scolaire doit être portée tout particulièrement, et la FSU soutient particulièrement cette revendication. Le 15 mars, grande manifestation à Paris organisée par le SNEP FSU et à laquelle on appelle à participer massivement pour faire valoir cette revendication. Et puis il faut se mobiliser dans la durée pour plus et mieux d'écoles et donc plus et mieux d'enseignement de l'EPS. Éducation physique, éducation. Ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. À vos marques, prêtes, courez. Bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de la soirée de l'EPS. Étonnant de voir comment les enfants les plus petits adorent jouer au loup glacé. Ne pas se faire attraper, arriver le premier au banc. Les enfants courent du matin au soir. Ils essaient de courir de plus en plus vite, ils se courent après. Avec l'âge, ils aiment moins. Ou alors, peut-être qu'on leur propose moins. Parce qu'une fois pris au jeu, ils lâchent plus le jeu et continuent de courir pour essayer d'aller encore toujours plus vite. Plus difficile quand même d'embarquer les élèves qui courent les moins vite. Lorsque l'on regarde les programmations des cycles de vitesse, on a l'impression qu'au fur et à mesure des années, la programmation de la vitesse diminue. Pouvons-nous redonner envie à nos élèves de courir vite? Quels sont les ressorts émotionnels et les leviers sur lesquels nous pouvons jouer? Mais peut-on faire progresser les élèves en course de vitesse? Nous entendons parfois certains dire que de toute façon la vitesse dépend de données essentiellement innées, de prédispositions, et qu'il n'est pas possible de les transformer dans le temps scolaire. N'est-il pas possible d'apprendre des techniques pour progresser en vitesse? Une nouvelle soirée de l'EPS pour parler athlétisme, pour parler course, pour parler cours vite, performance, compétition, dépassement de soi, entraînement, un plongeon ou peut-être un saut dans le monde de l'athlétisme. Regard croisé d'entraîneurs, de professeurs de PS, de sportifs de haut niveau. Attention, préparez-vous, ça va partir vite. Ce soir, nous avons 5 invités, pour commencer, Natacha Binet, qui est professeure de PS de l'Académie de Dijon, Maxime Descortes, qui est ce soir déjà avec nous sur le plateau, qui est professeur de PS de l'Académie de Lille. Bonsoir Maxime.
Et on va avoir 3 personnes en visio qui sont pas toutes arrivées encore. On a Maxime Vallée, qui est entraîneur national d'athlétisme et qui est dans un séminaire qui va pas tarder, j'espère, à se connecter. Raphaël Vercher, qui est déjà en ligne avec nous et qui est professeur de philosophie, qui est auteur de nombreux ouvrages, mais je prendrai le temps de le présenter, pardon, plus tard dans la soirée. Bonsoir Raphaël. Et Christophe Lemaître, qui est sportif de haut niveau, et je pense que beaucoup de profs de PS le connaissent. Merci Christophe d'être présent ce soir avec nous. Bonsoir Christophe. Alors, un peu comme d'habitude, à la veille, dans toute soirée de l'EPS, on a une première séquence qui s'appelle l'actu de l'éducation physique et sportive. Et on a une actualité qui est un peu particulière ce soir, puisqu'on est la veille d'une grande mobilisation pour l'éducation physique et sportive. Et tout à l'heure, on est allé rencontrer notre co-secrétaire générale du SNEP, Coralie Bénèche, pour revenir avec elle un petit peu sur les grandes motivations et les raisons de ce mouvement qui aura lieu demain, le vendredi 15 mars. Bonjour Coralie, merci de nous accorder cette interview. La veille quand même d'un mouvement important pour l'éducation physique et sportive et les enseignants d'EPS. Ça fait maintenant presque 20 ans que le SNEP n'a pas appelé à un mouvement de grève spécifique des professeurs d'EPS. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? La première chose, je crois que on est dans une année assez particulière, puisque c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et que tous les jours, ou presque, on a quelqu'un qui vient nous rappeler qu'il va falloir laisser en héritage des JOP. Et donc, pour nous, en tout cas, syndicat national de l'éducation physique et donc représentatif de la profession des professeurs d'EPS, le premier lieu, en tout cas, de démocratisation des activités physiques, sportives, artistiques, c'est l'EPS, puisque c'est le premier lieu obligatoire où tous les élèves vont passer. Et donc, on a un enjeu très important à faire valoir, en tout cas, l'idée qu'il faut plus et mieux d'EPS, et alors que, en fait, depuis des années, l'EPS est dégradé. Dans le cadre de cette campagne-là, vous avez fait un certain nombre de vidéos de soutien. On a vu passer sur le réseau de nombreuses vidéos de sportifs et de sportifs de haut niveau, d'hommes et de femmes politiques, aussi au niveau de plusieurs associations européennes. On a l'impression qu'il y a un vrai élan autour de cette demande que vous faites de plus d'éducation physique et sportive. Comment tu ressens, toi, cet écho qu'il y a autour de cette mobilisation? Donc effectivement, on a reçu beaucoup de soutien de différents milieux, sportifs, politiques, syndicales, médicales aussi, parce que, scientifiques. Aujourd'hui, tout le monde a bien conscience qu'il est nécessaire de développer en tout cas l'éducation physique et sportive pour plusieurs raisons. D'une part, les questions qui tournent autour de la santé, puisqu'on l'a vu notamment aussi avec la crise Covid, la prise de conscience sur la perte des capacités cardio-respiratoires des jeunes, l'augmentation de la sédentarité, de l'obésité. Donc tout ça, ça donne aussi un sens à l'éducation physique et sportive. Et puis, il y a la question principale, notamment, qui tourne autour de l'accès à la culture sportive, accès à la culture des activités physiques, sportives et artistiques, qui est permise à travers l'éducation physique et sportive, qui est un système assez original en France, en tout cas, qui est obligatoire, donc tout le monde y a accès, tous les élèves, en tout cas, y ont accès. Et donc, ça permet, en tout cas, de réduire les inégalités existantes face à l'accès à la culture sportive. Et ça, c'est un enjeu très important. Et du coup, il y a plusieurs rapports, en tout cas, qui sont venus corroborer tous les propos que, notamment, le SNEP tient et ce vers quoi il veut tendre, c'est-à-dire 4 heures d'éducation physique et sportive pour tous et toutes. Alors, pour reprendre l'un des slogans, une journée exceptionnelle pour demain, mais qu'est-ce que vous en attendez du point de vue de la transformation de la situation? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'une part que l'État, alors que l'État en tout cas s'engage notamment sur la question des installations sportives, puisque c'est un gros enjeu pour l'accès à l'éducation physique et sportive et l'accès aux pratiques sportives. Et je crois qu'après il y a quelque chose au niveau du ministère aussi, autour de notre discipline, du ministère de l'Éducation nationale notamment, sur s'engager sur des choses qui peuvent ne pas coûter d'argent.
c'est-à-dire la prise en compte notamment des épreuves d'éducation physique et sportive au brevet, au bac, et puis après arrêter d'investir dans des dispositifs qui pour nous ne sont pas pertinents, ou d'aller investir 16 millions pour une pièce de 2 euros pour des enfants de l'école élémentaire. Il y a d'autres choix qui sont possibles. Investir effectivement sur des horaires, en tout cas d'éducation physique et sportive. Je crois que pour la suite, c'est pour nous ce qui est essentiel. Donc rendez-vous Rendez-vous demain, midi, place Ouais. de la République, pour une après-midi revendicative avec un certain nombre d'animations, comme savent très bien le faire les professeurs d'éducation physique et sportive. Merci Coralie. Alors bonsoir Christophe Lemaître, on va commencer par vous hein, au niveau de cette interview ce soir sur la course de vitesse. Alors vous êtes, si je me trompe pas, parce que j'ai regardé un petit peu le palmarès de la vitesse, vous êtes le deuxième Français à être descendu en dessous des 10 secondes. On va dire le Français le plus contemporain, hein, puisque l'autre était quand même beaucoup plus tôt dans dans l'histoire de l'athlétisme. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes mis à courir? Qu'est-ce qui vous a donné ce goût et cette envie de rentrer dans la course de vitesse? Disons que ça a été un déclic dans le sens où, à la base, moi, j'ai beaucoup des sports collectifs. J'ai fait du hand, du foot, du rugby. Et on a toujours fait la remarque par rapport à ma vitesse de pointe dans ces sports-là. Même par exemple, on parlait de PS, là, on parle de PS, même quand on faisait des cours de PS, il y avait aussi ces remarques par rapport à la vitesse. Et c'est seulement à 15 ans qu'on recherchait un sport, on s'est dit, tiens, on va peut-être trouver un autre sport, mais vraiment en relation avec la vitesse pure, avec le sprint. Et donc, on a vu qu'il y avait un club juste à côté de chez mes parents à l'époque, dans l'Ain, à Belay. Et donc, j'ai fait des tests sur 50 mètres. Et après ces tests, mon premier coach m'a conseillé de me mettre au sprint parce que j'avais sans doute des prédispositions pour ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, dans la préparation de l'émission, lorsque on a échangé ensemble, j'ai aussi échangé avec d'autres sportifs et sportives de haut niveau, je suis étonné de la quantité d'entraînement et de la persévérance. C'est 2 entraînements par jour et parfois c'est pour gagner, je dirais même pas quelques dixièmes, c'est quelques centièmes du point de vue du temps où ça semble tellement infiniment petit. Alors qu'est-ce qui pousse comme ça des sportifs et des sportives à continuer à s'entraîner pour essayer de réduire encore un peu plus et de continuer à progresser? Disons que c'est, comme on l'a dit, c'est progresser tout simplement, de toujours aller de plus en plus vite. C'est surtout grisant quand on fait une course où on sent que tout est en place, tout, tout est, tout a marché comme sur des roulettes, on va dire, et qu'on le ressent sur la piste, et qu'on voit à la fin le chrono qui s'affiche avec parfois un record personnel à la clé. Et c'est quelque chose voilà de grisant, quelque chose de émotionnellement fort. C'est vraiment de l'adrénaline pure. Et c'est pour ces moments-là, pour des moments, on va dire, ça fait partie des moments qu'on a envie de vivre en tant que sprinter, d'avoir cette impression de voler sur la piste. Parce que quand on va vite, normalement, quand tout est bien fait, on passe plus de temps en l'air qu'au sol. Faut savoir. Donc, quand on a cette sensation de voler sur la piste, c'est quelque chose de fort, quelque chose qui est grisant, et on a envie toujours de ressentir ces sensations-là. Alors justement, sur le côté émotionnel, là, vous commencez à développer cette dimension de l'émotion, du ressenti. C'est quoi pour vous, ou peut-être aussi pour d'autres sportifs, quels sont les principaux leviers pour vous de l'émotion? Est-ce que c'est le moment du départ? Est-ce que c'est être le premier? Est-ce que c'est rattraper les autres?
C'est quoi, peut-être que ça n'a pas toujours été la même chose d'ailleurs dans votre parcours de sportif. Non, non, ça n'a pas toujours été la même chose. Par exemple, quand j'ai commencé, moi, tout ce que je voulais comme émotion, c'était gagner, c'était d'arriver premier, tout simplement. C'est le principe même des compétitions. Tu as envie d'être le meilleur, tu as envie de gagner. Euh, Quand tu es compétiteur, c'est comme ça et pas autrement. Et quand il y avait des gens devant moi, j'étais poussé par cette envie de rattraper les autres et de les dépasser. Euh, Parce que j'étais vraiment pris dans cet aspect de compétition, tout simplement. C'est, cet esprit compétiteur qui te pousse à, à dépasser les autres devant toi et à les dépasser. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, la maturité, des fois, tu as plus le même objectif. Maintenant, tu, tu cours avec d'autres émotions, d'autres idées derrière la tête. Euh, mais je sais toujours que au moment des départs, il y a toujours cette pression, cette adrénaline, ton rythme cardiaque pardon, qui augmente quand t'es derrière les blocs au moment du départ et encore plus quand t'es dans une situation où tu es dans un grand championnat, dans un championnat international euh, où il y a de l'enjeu. Hmm. Merci. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui résonnent quand même avec ce qu'on peut, nous, percevoir et ce que les élèves nous disent, d'ailleurs, dans ces moments-là de vitesse, y compris en éducation physique et sportive, sans pour autant être dans une compétition internationale. On retrouve ces moments-là un peu de ce que vous évoquez sur les émotions ressenties par les élèves, sur ce qui peut les amener à continuer à s'impliquer pour courir. Alors, j'ai une autre question. Alors là, plutôt, on va dire sur votre parcours là d'athlète dans ce que vous avez pu apprendre comme technique, comme savoir. Pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours de sportif de haut niveau en termes de savoir pour courir vite? C'est quoi pour vous qui est le plus important à transmettre pour cette idée de rechercher à courir de plus en plus vite? Je pense que d'abord, le plus important, enfin, la première étape pour courir vite, c'est d'abord apprendre à courir. C'est-à-dire, moi, je vais prendre moi, en partant de moi, moi, je courais déjà vite, mais je courais très mal. Hein, je courais très mal, les jambes et les bras partaient dans tous les sens, c'était pas gainé, c'était pas solide. Donc, je pense que la première étape, c'est d'abord apprendre, avant d'aller vite, c'est d'abord apprendre à courir tout court. C'est-à-dire apprendre les rudiments et les bases de la technique de sprint, apprendre aussi euh, les bases en termes d'un point de vue physique, préparation physique, hein, comme alors je parle pas forcément de musculation, je parle vraiment de, de, de PPG, de préparation physique, initiation altéro, etc. Vraiment apprendre la technique parce que ça a deux rôles majeurs. Le premier, c'est pouvoir courir bien et donc éviter les blessures parce que quand on fait du sprint, on met énormément de contraintes on demande énormément à notre corps et notre corps a énormément de contraintes et qui peut être accentué par une mauvaise technique. Et donc, ça peut engendrer des blessures. Et surtout, le point, c'est courir plus vite, forcément. Si on court bien, on peut faire en sorte que les forces soient dirigées vers l'avant et pas vers le haut. Donc, on peut aller plus vite. Donc, je pense que d'abord, avant de voir courir vite, il faut voilà apprendre le temps d'apprendre la technique et de courir bien et ensuite commencer à courir de plus en plus vite avec cette technique. Merci. Alors, j'avais une dernière demande à vous faire. Vous savez que demain, les enseignants d'éducation physique et sportive avec leur syndicat ont fait un grand appel à la grève pour demander plus d'éducation physique et sportive. Vous, en tant que sportif de haut niveau, est-ce que vous pouvez leur transmettre un message d'encouragement pour cette mobilisation pour plus de PS à l'école?
Le message, c'est que je comprends totalement leurs revendications, hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que l'EPS, depuis plusieurs années, a perdu de plus en plus de place, de plus en plus d'importance à l'école, alors que le sport a plusieurs enjeux majeurs. Euh, Comme on a vu peut-être par rapport à la santé, hein, c'est important d'apprendre à nos jeunes à, à bouger tout simplement, apprendre à nos jeunes à bouger, à se dépenser, hein, que pour la santé. Et puis on sait que le sport c'est important aussi d'un point de vue mental. Ça, on a bien vu pendant la période du Covid des fois que euh, quand on avait des heures pour sortir, aller se dépenser, et ben ça faisait énormément de bien à la tête, ça permet de se vider la tête. Donc c'est important de comprendre que le sport c'est pas que du haut niveau, c'est aussi ça a d'autres enjeux très importants euh, pour la santé physique et mentale des personnes et il faut pas justement qu'on perde ça et c'est important que qu'il y ait plus de sport à l'école pour apprendre les enjeux à nos jeunes pour qu'ils puissent ensuite garder ça toute leur vie et qu'ils puissent comprendre et continuer à faire du sport après l'école pour qu'ils puissent garder une santé adéquate par rapport enfin, pour toute leur vie. Merci beaucoup pour ce message de soutien et je pense que pour beaucoup d'enseignants, ils apprécieront parce que ça fait toujours chaud au cœur quand on entend des sportifs et des sportives eh bien, voilà, partager leur soutien et souligner l'importance de l'éducation physique et sportive à l'école. Alors, pour continuer la soirée, on a fait un petit micro-trottoir auprès d'enfants où on leur a posé la question, mais pourquoi eux, ils aiment courir vite et vous verrez que dans les réponses, un certain nombre d'éléments entrent vraiment en écho et en résonance avec tout ce qu'a pu développer Christophe Lemaître. Oui, j'adore ça. Quand je cours, j'ai l'impression de voler. En fait, tu cours tellement vite que tu ne sens plus que tu cours. C'est comme si mon corps était capable de ne plus jamais s'arrêter. Et je crois que ça s'appelle l'adrénaline. Parce que ça me donne un sentiment de liberté. Pas se faire toucher. Moi, j'aime courir vite pour gagner au lot glacé. J'aime bien courir vite parce que j'aime bien voir passer les choses derrière moi. Elles vont très vite. J'aime bien courir vite pour le foot. Parce que ça fait relâcher un grand poids de nos épaules et qu'on se sent libre. Pour dépasser les autres. Parce que j'aime bien courir plus vite que les plus grands. Parce que j'aime courir partout. Pour jouer au foot, quand on joue au foot, on a besoin de courir vite pour attraper le ballon. Pour mettre des buts, il faut de l'élan. Parce que pour attraper Hugo, on joue au loup. Je sais très bien courir et je cours très vite. Parce que je peux battre des garçons et des filles. Pour que les autres ils me voient et ils ne m'attrapent pas. Parce que je m'envole. Alors, bonsoir Raphaël Vercher. Donc, vous êtes Bonsoir. professeur de philosophie, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Votre dernier ouvrage se nomme, si je ne me trompe pas, hein, Sport et mérite, histoire d'un mythe, avec un sous-titre qui est Philosophie politique du corps en démocratie. C'est un texte qui est issu de votre travail de thèse sur travail, ordre et discipline, la société sportive et ses tensions. Donc, vous avez beaucoup travaillé surtout sur l'activité de course sur des longues distances, hein, triathlon, les trails de longue durée. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu sur la course de vitesse, qui n'est pas forcément votre champ de réflexion majeur, puisque surtout vous avez travaillé sur le sujet. On vous avait sollicité d'ailleurs dans la revue Contre-Pied, Courir, il y a maintenant quelques années, hein, il y a une dizaine d'années. Alors, je vous avais demandé si vous étiez d'accord de vous prêter à ce petit jeu, de réagir à cette vidéo des enfants sur pourquoi ils aiment courir vite. Alors, du point de vue de la philosophie, vous, de là où vous êtes, comment vous réagissez à l'écoute de ces enfants-là? Alors, bonsoir, merci déjà de m'avoir invité. Hein.
effectivement, ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort parce que j'ai plus étudié les pratiques d'endurance, comme vous l'avez dit, aussi parce que je les pratique, hein, et effectivement, j'ai moins d'habileté pour tout ce qui est le sprint, en tout cas moins que Christophe Lemaître. Et alors oui, tous ces témoignages d'enfants, ils sont très intéressants. Et pourquoi, à quoi ça sert de courir vite? Bah, tout est dit, hein, ça sert à gagner à loup glacé, hein, sans doute. Alors bon, ça c'est un petit clin d'œil, hein. Effectivement, qu'est-ce qui fait que il y a un attrait à la course de vitesse? Là, je pense qu'il faut distinguer toujours, hein, quand on s'intéresse à ça, le point de vue du pratiquant et le point de vue de ceux qui regardent ce spectacle, hein, parce qu'évidemment, c'est pas la même expérience. Le vécu à la première personne va provoquer tout un tas d'émotions qui sont pas les mêmes que celles de ceux qui regardent. Alors, peut-être qu'on peut juste dire quelques mots sur ceux qui regardent, tout d'abord. Dans la course de vitesse, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui est concentré dans un spectacle qui va durer quelques secondes. On est dans une forme d'intensité qui est vraiment très intense et on a une forme de quintessence de ce que représente le sport au sens où bah, quelque chose qui caractérise le sport moderne, c'est la quantification et l'idée de pouvoir départager les gens, même avec des différences qui pourraient être infinitésimales. Alors effectivement, parfois il arrive qu'il y ait des vainqueurs qui surpassent tous les autres, hein, comme on a vécu avec Usain Bolt, mais la plupart du temps, la course de vitesse, comme dans tous les sports, elle va avoir un attrait uniquement s'il y a de la rivalité et si c'est des quasi-égaux qui s'affrontent. Et dans le cas du sprint, bah, nécessairement, on est obligé d'avoir des instruments de mesure qui vont permettre de départager les gens avec des distinctions qui peuvent être de plus en plus précises, hein. Donc, on touche vers quelque chose qui serait comme un infiniment petit sportif pour déterminer les différences physiques entre les individus. Et là, ça permet de vraiment, comme un miroir grossissant, de montrer qu'on peut aller alors au dixième, mais évidemment au centième, et pourquoi pas bientôt au millième pour départager les gens. Donc ça, c'est un premier élément qui le rend intéressant, ce spectacle. L'autre élément, bah, c'est aussi que, pour le dire d'une manière un peu générale, les pratiques corporelles qui intéressent les gens, c'est souvent parce qu'elles sont un petit peu en homologie, pour utiliser un terme savant, c'est-à-dire en résonance avec certaines valeurs qui sont dans l'air du temps. Et ce que ça théâtralise, la course de vitesse, bah, comme son nom l'indique, c'est la vitesse, hein. Et ça plaît beaucoup à notre époque qui bah, se fonde quand même sur des valeurs qui mettent en avant la vitesse. Alors pour utiliser des gros mots, on pourrait parler du capitalisme, on pourrait parler de toutes ces choses-là. Et tout ça, ça date pas d'hier en fait, hein. La course de vitesse, ça prend son attrait déjà à la fin du 19e siècle, en même temps qu'un sport qui s'appelle tout simplement la vélocipédie, hein. La vélocipédie, étymologiquement, c'est bah, être capable d'aller vite à pied, hein, d'être véloce pédestrement, hein, à l'époque où bah, les vélos étaient issus de la Draisienne et ainsi de suite. Et donc, bah, justement, le parallèle avec le vélo, il est assez intéressant parce que ce qui intéresse beaucoup fin 19e, début 20e, c'est cette vitesse qu'on est capable d'atteindre avec les vélos. Et donc, bah, il y a évidemment le même mouvement qu'on retrouve dans la course à pied, où bah, voilà, cet intérêt pour la vitesse permet de montrer qu'on est capable d'être dans une dynamique de progrès, dans une dynamique qui permet d'exploiter l'énergie, la puissance de la meilleure des manières, en essayant de mettre en place des procédés qui permettent de produire la performance, hein. Et donc, tout au long du XXe siècle, on a un peu ça, et je pense que c'est parce que ça correspond beaucoup à des choses qui sont dans l'air du temps que la course de vitesse, elle a un intérêt du point de vue du spectacle. Donc voilà, alors du point de vue de la personne qui pratique, bah, tout a été dit, hein. Il faut prendre au sérieux les enfants qui en parlent, et puis également le récit de Christophe Lemaître, hein. D'un point de vue phénoménologique, là encore une fois, pour prendre des gros mots, hein, du point de vue de l'expérience vécue, bah, qu'est-ce qu'on vit là-dedans? En fait, bah, on affronte un élément naturel qui est celui de la Terre. On va essayer de s'arracher à la Terre. On va avoir cette impression de voler, effectivement, telle qu'elle est dite. Et par définition, la course de vitesse, elle s'arrête avant qu'on soit pleinement fatigué. Donc c'est pour ça qu'il y a une expérience fondamentale vis-à-vis de la puissance, puisque bah, finalement on s'arrête avant d'entrer
dans une expérience qui pourrait être vraiment douloureuse du point de vue de l'acide lactique ou de ces choses-là. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on n'est pas fatigué quand on court le 100 mètres ou le 200 mètres, hein, évidemment, hein, ça, ce serait facile à réfuter. En tout cas, on est plutôt du côté d'une expérience qui serait de la pure puissance, en fait, hein. Et c'est ça qui rend fondamentalement l'expérience intéressante. Et surtout, ce qu'on expérimente dans cette course de la vitesse, je pense à la première personne, au-delà de cette impression de voler, cette impression de grâce, cette impression d'être un peu, de voler un peu comme un oiseau, hein. Et c'est souvent comme ça qu'on a défini la course, hein, pour faire référence à la mythologie. Celui qui court vite chez Homère, c'est Achille, hein, Achille au pied léger. Et souvent, il est presque décrit avec un vocabulaire aérien, en fait, quasiment comme s'il avait des ailes. Mais au-delà de ce rapport un peu aérien à la course à pied, qui permet de s'arracher à la pesanteur, il y a surtout une expérience qu'on retrouve quasiment que là, qui est celle de l'accélération, qui est celle d'un arrachement, en fait, à, à la terre, en fait, hein. Et donc, on fait une expérience qui est celle d'un appui sur quelque chose euh, qui en même temps nous permet de nous en aller, en fait. Et donc, encore une fois, ça rejoint l'idée qu'on est dans une expérience de la pure puissance. Alors, c'est pour ça qu'on peut tout à fait relier cette expérience à une émotion qui est celle de la joie, hein. La joie, hein, pour faire référence par exemple à Spinoza, la joie, c'est vraiment quand on prend conscience du fait que notre corps, il est capable de gagner en perfection, enfin que notre forme de vie elle est capable de gagner en perfection, de gagner en puissance sur les éléments. Et c'est en ce sens-là qu'il y a sans doute une joie très particulière qui est celle du sprinter, à quelque niveau qu'il soit en fait, hein. Après, il y a encore plein d'autres choses à dire, hein, mais voilà, je peux être un peu bavard, donc je vais D'accord. m'en arrêter pour l'instant à ces premiers Merci. éléments. Merci, Raphaël. Alors, c'est vrai que dans la course de vitesse, on perçoit un peu cette tension très forte sur l'inné et l'acquis, comme si finalement on naissait en courant vite ou en ne courant pas vite. Et ça rentre un peu on va dire, en contradiction avec ce qu'on peut entendre justement du témoignage d'un certain nombre de sportifs et sportifs de haut niveau, hein, qui expliquent que quand ils ont progressé grâce à l'entraînement, et puis aussi à la thèse que nous, on essaie un peu de défendre dans la soirée de ce soir en disant, mais on doit pouvoir réussir à progresser, à faire progresser tous les élèves en course de vitesse. Et alors, dans votre ouvrage, justement, vous avez discuté cette thèse de la question de l'effort et du mérite comme expliquant le résultat. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette explication qui est souvent donnée, hein, par les sportifs pour expliquer pourquoi ils ont obtenu de bons résultats? Ouais, mais ça, c'est une question qui est centrale dans le sport, le rapport entre l'inné et l'acquis, le rapport entre pourquoi est-ce qu'on réussit? Est-ce que c'est parce qu'on profite d'un avantage qu'on a en nous à la naissance, soit parce que voilà, on a le bon gène, soit parce qu'on est né avec la force de caractère qu'il faut, soit aussi parce qu'on est peut-être né dans un contexte social favorable, hein, qui nous a permis de produire de la performance. En quoi est-ce que voilà, notre réussite, elle dépend de ces critères qui sont un petit peu arbitraires, hein, sur lesquels sur lesquels on ne peut pas choisir, ou est-ce qu'au contraire, la réussite sportive, elle va dépendre de la volonté du sportif, du travail qu'il va faire, des gouttes de sueur qu'il va verser, hein. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, au-delà de savoir qu'est-ce qui est vrai là-dedans, ce qui m'a intéressé, c'est de voir surtout historiquement qu'est-ce que c'est le discours sur la réussite sportive, comment il s'est construit et comment il a évolué. Et là-dessus, si on se place au 19e siècle, lorsque le sport moderne naît en Angleterre, puis ensuite en France, on a un discours qui est très catégorique, hein, là-dessus, qui est de dire, bah oui, ceux qui réussissent en sport, c'est ceux qui sont nés avec des prédispositions, qui sont nés avec des dons, qui sont nés avec ce qu'il faut pour être plus forts. Les termes qu'on utilise à l'époque pour décrire le sport, ils sont très forts, hein. On utilise souvent des métaphores politiques qui consiste à dire, bah voilà, le sport, c'est une aristocratie. C'est une aristocratie, alors pas forcément au sens social, où ça va être les rois qui vont être plus forts que les valets, non. Une aristocratie au sens naturel, où c'est ceux qui sont nés avec certains privilèges de naissance qui vont l'emporter sur les plus faibles, qui ne sont pas forcément bien dotés. Et c'est en ce sens-là que pour Coubertin, le sport, il est intéressant, hein. Coubertin, il assume qu'on célèbre, enfin, dont on parle beaucoup actuellement avec les JO de Paris qui se profilent. Coubertin, il vante ses valeurs aristocratiques, il pense que c'est justement formidablement éducatif. Et donc, il y a un débat à l'époque, justement, avec des gens qui vont s'opposer au sport en disant, bah non,
vu que ces valeurs elles sont aristocratiques, le sport c'est tout sauf éducatif. Il faut vanter d'autres modèles d'éducation physique, hein. Alors bon, je pense que il y en a beaucoup qui ont entendu le nom de Georges Hébert, hein, parmi ceux qui nous suivent, qui propose un contre-modèle. Et historiquement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'on passe de cette explication de la réussite sportive sur l'inné à une explication de la réussite sportive qui met de plus en plus l'accent sur le travail, sur l'acquis. Et ça se construit essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, où bah, d'une certaine manière, on passe du champion bien né, qui explique sa réussite parce qu'il est plus fort que les autres de manière naturelle, à un champion qui va, ou une championne évidemment, hein, qui va expliquer que son succès, il le doit essentiellement au travail. Alors moi, après, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de voir qu'est-ce qui correspond le plus au fait, en fait, hein, au fait sportif en lui-même, parce que là, voilà, il y aurait quelque chose à penser, en fait, pour savoir qu'est-ce que ça va être les effets de ce discours, si le sport coïncide ou pas avec ce qu'on projette dessus. Et là, bah, ce que montre la physiologie du sport, hein, c'est que c'est un peu des deux, en fait, hein, c'est un peu des deux. Effectivement, dans la plupart des disciplines, il faut avoir des bons gènes pour l'emporter, mais évidemment, avoir des bons gènes, ça ne va pas suffire, hein. Si on ne travaille pas, si on ne déploie pas les efforts qu'il faut pour pouvoir développer cette capacité, bah, évidemment, on ne va pas pouvoir l'emporter. Mais donc, les deux discours, ils vont être factuellement faux. Dire que c'est seulement de l'inné, ça ne va pas fonctionner. Dire que c'est seulement de l'acquis, ça ne va pas fonctionner non plus. Et dans les deux cas, radicaliser le discours en disant que c'est uniquement du travail, uniquement qu'il suffise de se donner de la peine de naître, ça va avoir des effets sur les subjectivités. Alors, moi, je m'étais beaucoup intéressé au sport d'endurance, hein, là-dessus, pour voir qu'est-ce qui tenait aligné ou pas. Dans les sports d'endurance, bon, on peut prendre l'exemple de la VO2 max, hein. Aujourd'hui, bah, c'est à peu près connu que cette VO2 max, elle est en grande partie fixée génétiquement et qu'on peut uniquement, alors les auteurs ne sont pas d'accord là-dessus, mais ils vont dire que avec un entraînement bien construit, rigoureux, on peut peut-être augmenter sa VO2 max de 10 à 20%. Mais évidemment, ça ne va pas suffire pour l'emporter d'un point de vue olympique, hein, puisque ça varie du simple au double. Donc le travail il sera toujours insuffisant. Et donc il y a justement un risque à dire que bah, finalement, si quelqu'un ne réussit pas, c'est uniquement dû au travail. Il y avait un physiologue, hein, Strong, qui disait que le meilleur moyen de devenir champion olympique, finalement, c'était de bien choisir ses parents, hein, ce qui est, bon, évidemment, est un peu ironique. Et donc, sur le sprint, c'est un peu la même chose. Sur le sprint, alors, il y a un auteur américain, peut-être, je ne sais pas si vous voyez le livre dans le bon sens, qui a écrit ce livre, Le gène du sport, hein, David Epstein, qui s'est intéressé à justement ce qui permet de produire la performance, hein. Et donc, en le relisant, bah, il s'est intéressé aussi à la question du sprint. Et il se trouve qu'il y a un gène que tout le monde possède, hein. C'est un peu technique, hein, je vais essayer de faire rapidement. Le gène ACTN3 que tout le monde possède, hein. Mais il se trouve qu'il y a deux versions de ce gène. Il y a une version R et une version X. Et il se trouve qu'en analysant les populations qui réussissent bien dans les disciplines de sprint, il y a quasiment personne, sinon personne, qui possède la version X de ce gène. Ce qui veut dire que, alors, ça ne veut pas dire que ça, il faut avoir le gène version R pour réussir, mais en tout cas que les personnes qui n'auraient pas ce gène dans la bonne version, bah, auraient quasi aucune chance d'accéder à une finale olympique, hein. Alors, juste pour conclure là-dessus, hein, parce que le but du jeu, c'est d'en débattre un peu, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser en course, hein. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, individuellement, ça ne veut pas dire qu'individuellement, on ne peut pas progresser. Évidemment, il y a toujours des progrès qui sont possibles techniquement ou même tactiquement, hein, parce que la tactique, elle n'est pas exclue dans le sprint. Mais qu'en tout cas, progresser en disant que bah, si je ne bats pas les autres, c'est simplement parce que je n'ai pas suffisamment travaillé. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sophisme, en fait, hein, et qui rejoint bah, des choses qui ont été relayées au plus haut niveau par certains intellectuels, hein. Peut-être que vous avez entendu parler de la loi des 10 000 heures. La loi des 10 000 heures, bah, qui a été relayée par un psychologue qui s'appelle Erickson. Cette supposée loi des 10 000 heures, elle pose que pour pouvoir atteindre l'excellence dans tel ou tel domaine, il suffirait de s'entraîner pendant 10 000 heures, hein, de manière vraiment construite et rigoureuse. Et là, bah, c'est quelque chose qui ne résiste pas vraiment à l'analyse, hein, quand on s'intéresse aux sciences du sport, parce qu'on voit bien que
il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner pendant 10 000 heures, mais qui vont plafonner à un certain niveau sans être capables d'atteindre un niveau olympique. Et inversement, qu'il y a certaines personnes qui, sans s'entraîner 10 000 heures, peuvent avoir un niveau qui est beaucoup plus que d'autres qui travaillent, hein. Donc, le travail, ça va être une condition nécessaire, mais évidemment qui n'est pas suffisante, hein. Merci Raphaël Vercher. On reviendra peut-être dans la soirée là pour continuer un peu la réflexion. Mais alors, en vous écoutant, je me tourne vers Olivier Vallée, qui est justement entraîneur national d'athlétisme, qui travaille entre l'INSEP et la Normandie, entre les deux, qui suit un certain nombre de sportifs de haut niveau, avec 2 entraînements par jour. Et d'ailleurs, il est dans un stage national. Il est juste sorti de réunion pour venir échanger, discuter avec nous. Alors, à l'écoute un peu de ce que vient de dire Raphaël Vercher, bon, finalement, on dirait que on pourrait presque savoir bientôt qui vont être les prochains champions olympiques. Et moi, la question que j'avais vous poser, vous aussi en tant qu'entraîneur, c'est est-ce que tout le monde peut courir vite? Bah, tout le monde peut courir le plus vite possible. C'est-à-dire que chacun, on a un niveau de sprint et on peut tous atteindre un niveau de sprint qui va être le meilleur pour nous. Le sprint, il y a un champion olympique tous les 4 ans sur 100 mètres. Si on s'arrête, il n'y a que lui qui a le droit de courir vite, ça va être compliqué, quoi. Mais on peut tous s'entraîner, on peut tous essayer de courir le plus vite possible. C'est ce qui se passe dans toutes les cours d'école, comme on l'a vu tout de suite. Donc courir vite, oui, on peut tous le faire. Après, ça dépend à quel niveau, par rapport aux autres, on va pouvoir courir vite. Mais faire du sprint, c'est-à-dire se déplacer d'un point à un autre le plus vite possible, on peut tous le faire. Et on peut tous progresser dans le temps qu'on va mettre entre un point A et un point B. D'accord. Et alors, là, alors, on a choisi un petit peu dans cette soirée de l'EPS de prendre aussi appui, on va dire, sur des points de vue qui peuvent venir, nous, on pense éclairer la réflexion sur la course de vitesse, des entraîneurs de haut niveau, des sportifs de haut niveau, le monde aussi de la philosophie, de l'anthropologie. Et alors, vous, du point de vue de l'entraînement de haut niveau, on va dire, quelles sont les priorités sur lesquelles vous vous centrez votre attention? Alors donc, on est quand même avec là des jeunes qui s'entraînent régulièrement, on n'est pas sur nous les jeunes qu'on va voir régulièrement dans le monde scolaire, hein, puisqu'on est quand même sur des jeunes qui sont quand même beaucoup plus rapides. Mais cependant, quand on échangeait, vous me disiez, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'écart? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des points communs de réflexion et de travail? Donc, c'est quoi pour vous les priorités dans le travail de la vitesse pour faire progresser les jeunes que vous entraînez, ou on pourrait dire plus largement les enfants de l'athlétisme et puis nos élèves? Mhm. La grande règle, au départ, pour créer de la vitesse, il faut appliquer de la force. Il faut appliquer de la force au sol. On parlait, voilà, la seule règle qu'on pourrait attendre, c'est de reprendre Newton les lois de Newton et de se dire que bah, pour créer de la vitesse, il faut appliquer une force au sol dans le bon sens. Donc, on peut apprendre à mettre la force dans le bon sens aussi, mais ce qui va créer de la vitesse, c'est de la force. C'est-à-dire que quand vous voyez des sprinteurs, sur un stade d'athlètes, c'est les plus musclés, c'est ceux qui ont le plus de force, c'est ceux qui sont capables d'appliquer le plus de force dans un minimum de temps. Donc sur lequel on va se focaliser, nous, à l'entraînement, c'est essayer d'appliquer de la force au sol. Si on se rappelle la troisième loi de Newton, c'est que le sol va nous rendre la force qu'on lui a donnée dans la même direction, mais dans un sens opposé, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à poser le pied au sol avec le plus de vitesse et le plus de force possible. La deuxième chose, c'est comment on applique de la force. Quand on va recevoir la force du sol, c'est de ne pas s'écraser, c'est de ne pas le fléchir, parce qu'on va être capable d'utiliser la force si la force sur laquelle la force qui est rendue s'applique sur un solide. Donc voilà, et c'est ce qui va découler que nous, on va faire de la muscule, c'est à l'entraînement, c'est appliquer de la force au sol et être capable de résister à la force que le sol nous renvoie. Et ça, c'est une des grandes parties de l'entraînement. Il y a un côté physiologique qui va nous permettre de faire durer la vitesse, mais créer de la vitesse, c'est appliquer de la force au sol. Et mon métier, entre guillemets, ce que Christophe a dû faire pendant beaucoup d'années, c'est de répéter et de répéter et de répéter la technique de course
de manière à apprendre la manière de poser son pied au sol, de résister, d'appliquer de la force et de résister à la force qui est rendue. Et alors ça, c'est de l'entraînement, et c'est pour ça que les sprinters, ils s'entraînent 2 fois ou 10 fois par semaine, 2 fois par jour ou presque 10 fois par semaine, pour réussir à faire, à avoir le meilleur rendement possible, c'est-à-dire à appliquer le plus de force possible et recevoir le plus de force possible par le sol. Mais tout le monde peut apprendre à appliquer de la force au sol. C'est-à-dire qu'on a des tas d'exercices en école d'athlétisme qui vont permettre d'apprendre cette course rapide, qui est une course un peu différente de la course de fond. Et on va dire que tout le monde peut apprendre ces choses-là, c'est-à-dire d'appliquer de la force au sol. Il y en a pour qui c'est totalement naturel, sur un là, c'est-à-dire que les enfants qui ont couru qui ont une éducation, on va dire, à la course, ou pas forcément au niveau de l'athlétisme, mais qui ont couru chez eux, qui vivent un petit peu dehors et qui courent et qui, voilà, ceux-là, ils vont avoir une proportion peut-être plus facile à courir et à comprendre comment on apprend à courir vite. Ouais, vous parlez de techniques de course et de possibilités d'apprendre ces techniques de course. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple là, pour une technique de course en relation avec ce que vous nous indiquez et un exemple? En fait, à l'entraînement, l'entraînement du sprinter, c'est énormément de gammes de courses. C'est-à-dire, si on parle de la technique, hein, on peut différencier plein de types d'entraînement chez des sprinters qui s'entraînent beaucoup. Il y a l'entraînement physiologique, c'est-à-dire qu'on va développer la qualité d'utilisation de l'essence qu'on va mettre dans le moteur, entre guillemets, mais aussi on va développer la puissance du moteur. Et donc, c'est plein d'exercices sur lesquels des gammes de courses sur lesquelles on va apprendre à poser son pied, un pied qui recule par rapport à la vitesse, au sens de déplacement, apprendre à résister aux flexions, c'est-à-dire résister à la force gravitationnelle, c'est-à-dire essayer de ne pas partir vers le bas et de ne pas avoir des chevilles qui fléchissent, des genoux qui fléchissent et des épaules qui partent devant. Voilà, il y a plein d'exercices et on va les trouver dans plein d'ouvrages qui vont comment dire, reprendre ces exercices-là. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il y a un progrès très, très rapide sur des gens qui chercheraient à courir vite avec justement ces petits exercices, voilà, de compréhension, de pose d'appui. Et puis, l'exercice le plus simple possible, hein, c'est des plots qui sont croissants, et puis on essaie de mettre les plus grands avec une distance assez courte au départ, des plots qui vont de manière croissante sur une trentaine de mètres, et on essaie de monter en cadence le plus possible. Comme les plots grandissent, on va imposer une distance et on va développer une vitesse de déplacement juste en essayant de mettre de la fréquence et de respecter l'espace entre les plots. Voilà, mais c'est assez simple, entre guillemets. Le problème du sprint, c'est-à-dire de se déplacer le plus vite possible, c'est d'avoir envie de le faire. C'est-à-dire qu'il faut développer, une envie de courir vite. C'est une mobilisation de 100% de son énergie dans un temps très court. Et je pense que par rapport à l'EPS, pour l'avoir un tout petit peu testé au début de carrière, c'était le souci, c'était ça, c'était d'être capable de faire engager 100% d'énergie dans un temps très très court. Moi, c'était mon souci en tant que prof de l'EPS à l'époque. Effectivement, Voilà. la question de la mobilisation à 100% des élèves, de leur engagement, on va y revenir peut-être un peu plus tard, mais pour faire continuer un peu cette transition vers le monde de l'EPS, donc on change là d'environnement. On est ce soir avec Natacha Binet qui nous arrive de l'Académie de Dijon, qui était prof d'EPS à Paris. Maintenant, donc, tu bosses à l'UFR SAPS de Dijon. Tu as fait aussi un passage dans le sport de haut niveau, en vitesse, avec Olivier un peu comme entraîneur. Voilà, d'accord. Alors,
par rapport à la discussion sur ces prédispositions, Natacha, où finalement on aurait presque à écouter un certain nombre de personnes le fait de dire bah, tu sais courir vite ou tu sais pas courir vite. Qu'est-ce qu'on peut faire encore en éducation physique et sportive? Est-ce qu'on peut transformer les élèves en EPS du point de vue de leur vitesse de course? Oui, heureusement que oui. Sur les prédispositions, ça a été dit et je rejoins ce qui a été dit. Les élèves, effectivement, vont avoir un patrimoine génétique, vont avoir de la fibre rapide ou pas. Pour autant, ces élèves, on va pouvoir les transformer. Ce qui va les transformer, c'est évidemment la pratique. Et on sait que par la pratique, on va pouvoir venir chercher un petit peu à développer leurs ressources. Je rappelle au passage qu'il y a des âges d'or du développement des qualités physiques et que pour la vitesse, c'est clairement centré sur les années collège-lycée. On est autour de 12 ans et demi pour les filles, à peu près 14 pour les garçons. Alors, en EPS, par contre, on va pas chercher à former des champions, d'accord? Celui qui va aller vite, c'est ce qu'Olivier expliquait, c'est celui qui a des qualités d'explosivité, c'est appuyer très fort dans le sol en allant très très vite. Pour moi, le champion, c'est celui qui aura des qualités extraordinaires, c'est pas ce qu'on cherche, avec des qualités techniques. Nous, ce qu'on veut, c'est construire l'appui efficace. Donc, effectivement, parce qu'on va travailler sur l'appui de course, alors on va être amené à transformer nos élèves. Et quelque chose de très intéressant qui a été dit précédemment aussi, tout le monde peut courir le plus vite. On peut tous être le champion de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a tous une marge de progression, à condition de proposer des exercices adaptés et que ce soit fait en optimisant au maximum le temps. Le temps, c'est la clé de la transformation. Je reviens pas dessus. Les collègues de PS le savent. Le temps, c'est en même temps ce dont on a besoin et parfois notre pire ennemi. On court un petit peu après. Il y a les vestiaires, il y a les trajets, il y a effectivement 25, 30 élèves à gérer. Et moi, je me dis que si on veut transformer ces prédispositions, ou en tout cas optimiser, développer au mieux les ressources de chacun, il faut qu'on fasse des choix. Et l'un des premiers choix que je fais, il peut paraître un peu banal, mais c'est le choix de l'échauffement. Voilà. Alors, je sais bien que quand on est avec les élèves, l'échauffement, c'est aussi le moment où on va vérifier qui est absent, refaire ses équipes, gérer un conflit, installer son matériel. Que l'échauffement, c'est le moment où on se prépare psychologiquement, mentalement, qu'il faut s'échauffer pour ne pas se blesser. Ça, c'est OK pour tout le monde. En même temps, l'échauffement, c'est aussi un moment d'apprentissage réel. Et tout à l'heure, Olivier parlait des gammes. Oui, les gammes athlétiques, comme un musicien va faire ses gammes, va répéter. Et dès le moment de l'échauffement, on pourrait finalement proposer des exercices, des gammes, qui vont déjà amener les élèves à transformer ce qu'ils savent faire. Ils savent tous courir, et nous, on va essayer de modifier cette façon de courir. Donc, courir, effectivement, c'est je fais avancer mon bassin. Il y a le fait d'exercer de la force, mais le but du jeu, c'est quand même de faire avancer le bassin d'un point A à un point B, et ce, le plus rapidement possible. Alors moi, ce que je propose tout simplement, c'est d'essayer de recentrer un petit peu les observables, les indicateurs sur des gammes d'athlétisme que tout le monde connaît. Et il faut se permettre d'avoir le temps d'observer pour analyser les élèves et les réguler. Mais pour ça, il faut savoir quoi observer, il faut avoir organisé son échauffement pour pouvoir le faire. C'est pas toujours évident, j'en ai conscience. Ça, c'est dans le meilleur des cas, on essaye d'optimiser. Je vais donner un exemple assez simple sur ce qu'on appelle en général les montées de genoux, que moi je vais appeler skipping exprès parce que c'est le fait de rebondir. Sur un skipping, ce qu'il faut observer, ça va être la pose du pied au sol. Si on veut aller vite, si on veut rebondir, il ne faut pas que le talon touche le sol. Ça paraît tout simple, mais parfois, quand on est jeune prof ou qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a beaucoup d'élèves à gérer, c'est des choses qu'on ne voit pas. On va chercher à travailler sur de la plante de pied. Pour travailler sur la plante de pied, on va demander aux élèves de relever les orteils. Ça veut dire qu'il faut préparer cette plante de pied. Le sprinter, si vous regardez des images, le sprinter expert, il a toujours les orteils qui regardent au plafond, sauf au moment où il touche le sol. On peut dire aux élèves de tirer les orteils dans la chaussure. Voilà, ça peut être des petites choses qui vont faire sens pour eux. Effectivement, il va falloir être solide. Donc, on va aller regarder si on a un corps penché en avant, si on est plutôt vers l'arrière, s'il y a une flexion importante du genou. Et puis, on va essayer de réguler, de corriger ça. On est dur au sol, on a une jambe de bois, on rebondit comme un kangourou. Essayez de donner des images pour que ça parle aux élèves.
Et puis, une fois que c'est à peu près en place, eh ben, on peut mettre des variables parce que tous les élèves n'auront pas le même niveau. Donc, pour certains, on va peut-être demander de faire un double appui. Skip gauche-gauche, skip droite-droite, avec un maintien du genou assez haut. Et puis, on va demander de le faire sur le côté. On va demander de le faire en reculant. On va demander de le faire en tournant les mains sur la tête. Et avec juste une gamme d'athlètes, juste à l'échauffement, là, on peut durer 15 minutes sur du travail vraiment de l'appui athlétique. Voilà déjà mon point de vue par rapport à ça. D'accord. Alors, euh, peut-être pour continuer par rapport à comment mobiliser les élèves, c'est-à-dire, on avait cette question que Olivier soulevait en disant que l'une des difficultés, c'était réussir à mobiliser pour qu'ils soient vraiment impliqués. Raphaël Vercher, je me retourne à nouveau vers vous sur la question de mais pourquoi les athlètes cherchent toujours à aller plus vite? Quelle est leur motivation profonde? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé cette question-là sur la course longue? Vous avez accepté de vous prêter au jeu sur la course de vitesse. Selon vous, quels seraient les ressorts émotionnels qui les pousseraient à s'engager à 100%? Ah oui, là-dessus, bah, ça dépend de quel athlète on parle, je pense, hein, parce que ceux qui sont engagés en compétition de manière très classique, ce qui va les inciter à aller plus vite, c'est parce qu'il faut aller plus vite que les autres, tout simplement. Et donc, ils sont dans un rapport compétitif qui est un rapport agonistique vis-à-vis d'autrui. Et dans cette logique qui est de celle du plus vite, plus haut, plus fort, qu'on trouve déjà dans l'olympisme des origines, hein, et qui fait que le sport est fondamentalement lié à cette dimension de la performance, du progrès et évidemment de la question du travail. Alors après, on peut imaginer des athlètes qui ne seraient pas fondamentalement dans ce rapport de compétition avec autrui. Qu'est-ce qui pourrait les engager à vouloir essayer d'aller toujours plus vite? Bah, c'est sans doute également une compétition, mais une compétition avec soi-même. Et en ce sens-là, je pense que la course de vitesse, elle a peut-être quelque chose d'un peu atypique par rapport à d'autres modes de course, comme celui d'aller faire son footing le dimanche. C'est-à-dire que le footing qu'on peut aller faire le dimanche, alors aujourd'hui, évidemment, hein, tout le monde quasiment met sa Garmin, ce chronomètre, essaye d'être dans une logique qui est également celle de la progression et d'essayer de battre ses records personnels, hein, d'être le meilleur sur Strava, sur tel segment, mais également de s'améliorer sur tel segment sur Strava. Mais quand même, la course d'endurance, on peut la penser en faisant abstraction de tous les dispositifs de mesure. Il peut y avoir une expérience qui serait purement de la course, où on ne regarde pas sa montre, on ne regarde pas la distance que l'on fait, etc., etc. Et il me semble que dans la course de vitesse, ça, c'est moins possible, hein. La course de vitesse, dans son essence, elle n'existe pas, abstraction faite, du dispositif technique qui permet de mesurer soit la distance qu'on va couvrir, soit le temps qu'on va faire pour parcourir cette distance. Il y a moins, sans doute, cette idée de jeu qu'on pourrait retrouver d'une manière un peu plus naturelle. Ou alors, si on retrouve ce jeu, ça sera dans la course de vitesse qu'on pourrait faire les enfants, où on applique, on cherche à courir peut-être indépendamment, enfin purement sur ses sensations, indépendamment de ses objectifs en termes de chronomètre, hein. Il me semble que là, on est sur une forme qui est un peu plus dépendante de la rationalité et de la technologie, hein, quand on est dans la course de vitesse, plutôt que dans la course de fond, hein. Encore une fois, bon, c'est à débattre. Merci. Alors, justement, Olivier Vallée, qu'est-ce qui pousse finalement les athlètes à courir? Et j'ai vu que vous réagissiez aussi par rapport au point de vue de Raphaël Vercher. La parole est à vous. Ouais, parce que une des grandes premières choses chez les enfants, c'est de battre l'autre, c'est de courir plus vite que l'autre. C'est ça qui donne l'envie. Je pense que si on parle à Christophe, si on revient à Christophe, c'était le fait de courir le plus vite possible. C'est pas, à un moment donné, ça devient quelque chose de technique et qu'on a des sensations qu'on va chercher. Mais au départ, ce qui fait qu'on ait envie, qu'on est sprinter, c'est l'envie de battre et l'envie de gagner la course sur un truc très très court. C'est gagner aux gendarmes et aux voleurs, on s'aperçoit qu'on est plus rapide que les autres. Et puis là, on va se mettre à, bah, tiens, on va courir, le premier qui arrive là-bas, c'est qui a gagné, quoi. Et je pense il faut jouer là-dessus. Il faut jouer là-dessus sur
l'envie de jouer à courir plus vite. Alors, ça peut se faire avec des handicaps, ça peut se faire parce que vous allez avoir différents niveaux dans des classes, ça peut se faire avec des handicaps, ça peut se faire. Mais l'essence même de la chose, avant de parler de technique, avant d'avoir, c'est d'essayer de mobiliser l'énergie. Mobiliser l'énergie, ça veut dire, on va aller chercher, au début, on va peut-être pas trop s'occuper, à mon avis, de technique, mais d'aller trouver comment je vais m'amuser à faire du sprint. Et si je dois m'amuser à faire du sprint, je dois y aller en essayant de battre avec des défis, avec des. Voilà, et c'est toute l'imagination de l'éducateur ou du prof qui va faire que je vais réussir à monopoliser les gens. Ouais. Et une fois que j'ai compris que j'ai envie de courir vite et ça m'amuse de courir vite, je vais ajouter de la technique là-dessus. Mais effectivement, ce que Natacha disait tout à l'heure, ça va être de jouer sur l'échauffement, d'essayer de comprendre que on a plein de petites gammes, des exos, des répétitions, de trouver des rythmes, de trouver des choses qui accélèrent, de trouver des choses qui ralentissent, de trouver des choses qui s'équilibrent. Et on a des quantités incroyables de gammes de courses à faire sur lesquelles on peut jouer, sur lesquelles on peut trouver du rythme. On a des lattes, on a des plots, on a plein de choses. Et tout ça, ça va être l'à côté qui va accompagner le fait d'avoir envie de gagner une course. Parce que, à mon avis, on ne va pas motiver les gens sur de la sensation de vitesse dans une classe, entre guillemets, de gamins qui sont sédentaires ou qui n'ont pas une habitude de la course, quoi. Et l'idée, c'est d'aller leur donner envie de jouer à courir le plus vite possible. Alors, Voilà avant ce de que je voulais dire. rentrer, avant de prolonger justement et d'avoir des propositions, puisque ce soir on a deux professeurs de PS qui se sont préparés pour partager leur expérience, leur pratique. Vous avez entendu déjà Natacha, mais on a aussi ici avec nous un autre collègue que je vous présenterai tout à l'heure, qui est de l'Académie de Lille, Maxime Descortes, et qui a justement aussi des idées, des propositions par rapport à un certain nombre de sujets qui résonnent beaucoup avec ce que vous avez dit. Olivier Vallée, j'ai quand même une question parce que quand je vous écoute, que j'écoute aussi Raphaël Vercher, on peut dire que quand même, on s'inscrit dans une espèce de temps long. C'est des choses qui, sur la course, sur la vitesse, on voit que on le sait depuis longtemps. Pourtant, quand on regarde la vitesse, aujourd'hui en France, on court plus vite qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait que aujourd'hui, en France et ailleurs dans le monde, sans doute, on continue de progresser et on court de plus en plus vite? Bah, on a des techniques d'entraînement qui sont de plus en plus évoluées et de plus en plus affinées. On a un matériel qui progresse énormément, surtout ces quelques dernières années là où les chaussures, les pointes, alors on s'éloigne vraiment de l'EPS, hein. Les chaussures, on fait que l'évolution de la technique de course et la réponse du sol qu'on peut avoir à la force qu'on donne, elle est optimisée, elle est réellement optimisée, voire amplifiée. Vous avez dû entendre parler des points de carbone. On arrive à gagner du temps. Mais au-delà de ça, ça fait depuis qu'on a développé des techniques d'entraînement, les records descendent. Si on prend la moyenne des 10 meilleurs Français, presque d'année en année, les temps descendent. Si on prend la moyenne des 100 meilleurs Français, la moyenne descend aussi. Et on a des techniques d'entraînement et les entraîneurs des clubs d'athlétisme sont, on va dire, de mieux en mieux formés à préparer les gens à courir vite. Mais il y a malgré tout, ce qu'on disait tout à l'heure, on sait dans une classe, les enfants, les élèves, ils savent qui court le plus vite de la classe. Tout le monde le sait. On sait qui court le plus vite. Il y a malgré tout ce qu'on pourra dire, c'est qu'il y a effectivement des gens qui, parce qu'ils ont couru beaucoup quand ils étaient petits ou quand voilà, ils ont une éducation à la course, mais effectivement, on sait tous. Moi, j'ai un souvenir dans ma classe quand j'étais gamin, je savais que c'était moi qui courais le plus vite, mais je savais. Mais on a tous, on a tous une relation. On sait qui court le plus vite après les récréations, après tout ça, et même en EPS. Quand on fait un sport co, on sait qui court le plus vite dans le sport co. Donc il y a celui effectivement qui va courir le plus vite. Et celui-là, si on peut l'emmener dans un club d'athlé, lui apprendre ce que c'est qu'une foulée, ce que c'est que d'appliquer de la force dans le sol, il va progresser. Et c'est comme ça que
au fur et à mesure, l'entraînement fait que ouais, on progresse dans le monde. Les records du monde sont battus, alors pas enfin, si, régulièrement. Là, sur 100 mètres, c'est un petit peu compliqué ça, en ce moment d'envisager, même avec les nouvelles pointes, on n'a toujours pas battu Usain Bolt. Alors, Natacha, toi, pour permettre à tes élèves de battre leur propre record, tu accordes une place importante à la technique. Alors, comment tu t'y prends dans ton enseignement pour justement permettre à tes élèves de s'approprier ces techniques de course? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, ce que je mets en place, avant de faire des propositions, juste rappeler que la technique n'est pas opposée au ludique. Parce qu'effectivement, je rejoins Olivier, les élèves, ils viennent en cours de PS, on leur annonce qu'on va faire du sprint, ils viennent pour courir, ils viennent pour se mesurer les uns aux autres, et ils aiment ça. Pour autant, nous, on doit les faire progresser, donc il faut un petit peu composer avec ces deux choses-là. Et la deuxième chose, c'est que la technique, ça va pas être la reproduction du geste juste. C'est pas tout à fait ce que vont rechercher justement les athlètes qui s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours. Là, on va plutôt être sur le fait de trouver des nouvelles solutions. On l'a dit, tout le monde sait courir. Maintenant, on va essayer de leur apprendre à courir mieux. Donc le problème, c'est courir vite. Comment je fais pour progresser et pouvoir trouver des solutions un petit peu plus adaptées? Alors, pour ça, je me permets aussi un petit rappel, c'est que pour transformer quelque chose, il va falloir venir un petit peu embêter les élèves, les perturber, on met le bazar dans ce qu'ils savent faire, et ça va passer par la contrainte, donc de l'aménagement matériel. Et il va falloir de la répétition. Donc, je vais proposer d'abord des situations qui vont plutôt utiliser des plots, des lattes, des petites haies, tout en sachant que parfois on n'a pas forcément de matériel, tout en sachant que parfois c'est compliqué de l'installer. Je sais qu'il y a des contraintes. Là, ce que je propose, c'est voilà, c'est vers quoi il faudrait tendre, ce qui serait chouette, et puis qui est possible à mettre en place puisque certains collègues y parviennent tout à fait. Donc, je vais repartir sur 3 propositions. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pars sur ces 3 propositions. La première, ça va être toujours le skipping. Donc, je vais vous montrer des petits exercices. Il y aura des vidéos d'élèves en train de faire les ateliers parce que finalement, le skipping, c'est l'exercice clé pour le placement. Il faut que les élèves apprennent à se placer. Donc, on va leur apprendre à se placer. Le deuxième exercice, ça va être celui des tirades, plus connu sous le nom de jambes tendues, où là, les élèves vont apprendre à utiliser uniquement leurs pieds. Donc, venir travailler avec de la réactivité du pied, on va relever les orteils, on va venir tirer. Et enfin, le travail de foulée bondissante. Le foulée bondissante parce que c'est l'exercice avec le plus grand déplacement possible du bassin. Et l'idée, c'est de se dire, un collègue qui me disait, mais ça c'est super parce que c'est des petites briques, et puis une fois que les élèves ont utilisé toutes ces petites briques, et ben, ils vont pouvoir construire leur édifice. Et l'idée, c'est un petit peu ça, c'est qu'on va venir piocher dans ces exercices, on va varier au maximum, il faut que les élèves essayent des trucs, que des fois ce soit dur, des fois ce soit facile, des fois ça aille plus vite, des fois moins vite, et parce qu'ils vont composer avec tout ça, alors on peut avoir du progrès. Je vous montre une première vidéo. Je vais vous donner des idées d'écart en même temps et garder en tête que ça, c'est des choses qu'on fait évoluer et qu'on va emmener vers du défi pour se rapprocher de la course. Ça peut paraître décontextualisé au début. Après, tout dépend de la façon dont on mène les choses. On peut prendre l'idée de voilà les parcours en gym. En gym, on met plein d'ateliers. En athlée, c'est pareil, on met plein d'ateliers. Puis les gamins, ils tournent sur les ateliers. Donc là, on est sur un exercice de skipping à la vidéo qui n'est plus là, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Le fait qu'on impose un écart aux élèves, ça va imposer un travail d'appui chez eux, parce que si on n'impose jamais rien, l'élève va continuer de faire ce qu'il savait déjà faire. Donc ça ne marche pas. Si vous imposez un écart à vos élèves, et un écart plus ou moins important, vous allez induire chez eux des comportements. La petite haie, qui est un obstacle à hauteur à peu près cheville, ça va obliger l'élève à venir monter un petit peu le genou et venir par-dessus. Donc venir vraiment appuyer dans le sol. Là, quand on reverra la vidéo, on verra que cet élève n'y arrive pas tout de suite. Et c'est très bien. Il va chercher. Au début, il va mettre le talon. Après, il va plus faire avec le talon parce qu'il se rend bien compte qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit temps d'arrêt, ça marche pas. Et puis, il va venir chercher un peu avec le devant de son pied. Bon, c'est mieux, mais c'est pas super. Et au final, il va trouver des nouvelles solutions et il va être en train de se transformer de façon assez rapide. En quelques passages, il trouve des nouvelles solutions, notre élève. Donc là, il est en talon, donc c'est absolument pas ce qu'on cherche. Ça ne veut pas passer, c'est pas grave. On aura peut-être plus de chance avec la prochaine. En tout cas, on peut jouer sur les écarts. Alors attention à ne pas mettre des écarts trop courts parce que les élèves vont être en hyperfréquence et vont enlever le pied.
Et ça, c'est contre-productif, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est que l'élève comprenne que le temps fort, il est en bas. Il se passe rien en haut. Il se passe des choses en bas et il faut appuyer en bas. Donc, sur cet atelier-là, par exemple, hein, on a 1 mètre entre chaque petite haie. Et puis, comme vous avez beaucoup d'élèves dans votre classe, l'idéal, c'est d'avoir au minimum 2 parcours si on peut. Un parcours un peu plus court, un parcours un peu plus grand. Comme ça, en fonction des qualités, en fonction des gabarits, bah, les élèves vont trouver un parcours qui leur convient. Et ce que disait Olivier tout à l'heure, on va pouvoir faire évoluer ça. On va pouvoir démarrer à 1 mètre et puis je rajoute 0,25 de temps en temps. Et puis, au fur et à mesure, l'élève va devoir courir. Donc, on va dire qu'on passe du skip à la course. Et puis sur ça, si on veut défier les élèves, bah il y a un élève qui va être chasseur sans avoir les haies. Il y a un élève qui va être dans les haies. Le but du jeu, c'est de rattraper le copain qui est sur le parcours. Je peux avoir des chronos. Enfin, on fait tout ce qu'on veut pour recentrer un peu et que les élèves soient en train de courir. Je passe à une autre vidéo, peut-être. On essaye. Qui est axée sur les tirades. Oula. Bon, une élève qui fait des tirades, donc qui est sur de la jambe tendue. Cette fois-ci, on a mis des lattes. Le choix du matériel est très très important. On pourra pas faire des tirades avec des petites haies, hein, parce que le pied va passer en dessous, ça marche pas. Et là, le concept est exactement le même. J'impose un écart, je choisis mon écart en fonction de ce que je recherche. Si je mets un écart court, les élèves vont plutôt devoir rebondir vers le haut. Si je mets un écart un peu plus grand, les élèves vont devoir orienter leur force vers l'avant. Mais c'est pas forcément conscient, hein. C'est juste, voilà, ils veulent finir le parcours. Et puis bah là, c'est le défi, hein. Le défi, c'est de finir le parcours. On peut avoir des parcours de couleurs et on essaye d'avoir réussi à passer le parcours le plus grand possible, par exemple. Il peut y avoir du défi à la vitesse. Enfin voilà, on peut mettre là-dedans du ludique sans difficulté. J'ai envie de dire la plus grande difficulté, c'est presque l'installation du matériel. Après, c'est une organisation, c'est une habitude, c'est quelque chose à mettre en place et ça devient routinier quand on en a l'habitude, c'est plus difficile. Ça, c'est pas le l'échauffement, ça. Ah non, je suis plus dans l'échauffement là, je suis dans mon cœur de séance. Alors évidemment que derrière ça, les élèves, systématiquement, je vais les faire courir. Parce que même si là, je mets des défis, même s'il y a des chronos, ils peuvent avoir le sentiment de pas avoir fait de sprint. Donc, on va être sur de l'échauffement sans matériel. Après, on va matérialiser, on va tourner sur quelques ateliers. Et puis, ce qu'ils ont construit pendant ces ateliers, on va le réinvestir sur du sprint. Donc, ils vont finir sur du sprint. Puis moi, un élève qui ressort avec la banane tout rouge et qui est content, bah, je suis contente. Mais lui, c'est pas forcément que là, il a construit des choses. Moi, j'en ai conscience. Lui, il a pas besoin de le savoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'il termine sur un jeu. Un truc un peu sympa, pendant lequel il va réinvestir ce qu'il aura construit juste avant. Je suis pas sûre qu'on aura les foulées bondissantes. Est-ce qu'on aura du... Si, ça fonctionne? C'est un peu instable ce soir. Sur la vidéo? Ah, travail de pied, on va passer aux foulées bondissantes. C'est pas... Voilà. Sur les foulées bonds, voilà, on pourrait se dire, bah là, d'accord, mais c'est tout sauf du sprint, sauf que finalement, on permet aux élèves de déplacer le bassin. Et en sprint, c'est quand même comme ça qu'on s'organise, c'est déplacer le bassin, hein, c'est l'objectif au début. Hein, je vais de 0 à 100 mètres, c'est le bassin qu'on cherche à faire déplacer. Les jambes ne sont qu'un moyen de le faire. Et puis, j'utilise des plaques quand on en a ou des cerceaux plats. On fait attention, les cerceaux, ça glisse, c'est dangereux. Bon, ça, vous le savez. Là, vous voyez qu'il y a différents parcours. Donc les élèves ont certains parcours qui sont à écart constant, plus ou moins grand. Et là, cette jeune fille, elle est sur un écart qui s'agrandit. Et le but, c'est toujours, voilà, c'est de se défier soi-même. Au début, par exemple, elle n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Là, elle y arrive. Donc, elle a progressé. Elle est contente. Elle va au bout de son parcours. C'est quelque chose qu'elle va pouvoir réinvestir sur du sprint. Voilà. Je finirai juste très simplement après sur le fait que voilà, les élèves, quand ils viennent en EPS, effectivement, ils viennent pour faire la course. On vient faire la course, alors on peut dématérialiser tout ce que je viens de vous proposer. Vous pouvez mettre diplo, et puis derrière, il n'y a plus rien, mais l'arrivée, elle est 15 mètres après. Donc là, je fais un mix des deux. Je matérialise, je contrains les élèves, mais derrière, il y a de la course. Il y a vraiment du sprint, comme ils l'entendent eux, si vous voulez. Je peux mettre tout ce qu'il y a de ludique, hein. Moi, je suis une fervente joueuse, donc j'adore quand c'est ludique. Donc il faut y aller à fond. Mais je rappelle, la technique, c'est pas l'opposé du ludique. Au contraire, je pense que ça se complète réellement. On peut jouer sur des parcours de couleurs avec la fréquence et l'amplitude. Fréquence-amplitude, hein, c'est la vitesse, d'accord? Donc il va falloir jouer dessus. Et la mise en action qu'on oublie un petit peu,
En milieu scolaire, vous allez être sur des efforts qui sont très très courts, hein. Ils vont courir 30, 40 mètres, vos élèves. Donc finalement, travailler sur le départ, sur la mise en action, sur des petits jeux de temps de réaction. Quand je dis hop, tu pars, puis bah, je vais dire top, hein, parce que c'est rigolo, ils vont se tromper. Ça aussi, c'est un vrai moment de travail technique qu'on peut rendre ludique. Et les élèves vont apprendre à créer de la vitesse, puisque la phase d'accélération, elle est cruciale sur le sprint. C'est presque l'une des plus importantes. Et enfin, ne pas hésiter à, pourquoi pas, intégrer, des fois, même à vos évaluations, des parcours chronométrés. Voilà, on a un parcours que l'élève choisit avec des écarts imposés. Je choisis le parcours bleu et je vais faire une performance, mais il y aura du matériel. C'est pas interdit de le faire et on a le droit de le faire. Merci, Natacha Binet. De toute façon, les propositions, on les mettra comme d'habitude sur notre site. Et je remercie d'ailleurs Olivier et Raphaël de leur participation et de cette discussion parce que je sais que ils ont un agenda qui est compliqué et que, au fur et à mesure, sans doute de la soirée, ils vont se déconnecter. Alors, je me tourne vers toi, Maxime Descor. Donc, tu es prof de PS, toi, dans l'Académie de Lille. Tu pars, donc, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans tes propositions avec ce qu'il y avait, voilà. Et toi, tu pars d'un test de 6 secondes où les élèves doivent aller le plus vite possible et tu leur donnes une indication en kilomètre-heure. Et ensuite, à partir de là, tu vas proposer à tes élèves une série de jeux ou d'exercices situations pour leur permettre de s'approprier un certain nombre de techniques de course et les amener à progresser. Donc, la parole est à toi, Maxime. Merci. Ouais, effectivement, moi je vais essayer de vous montrer un peu modestement comment je fais progresser, comment mes élèves peuvent vivre l'expérience courir vite. Effectivement, comme tu l'as dit, moi je travaille donc sur la diapo suivante, on peut mettre, je pense, en partant à la base d'un test sur 6 secondes qui est inspiré complètement de la forme de pratique de Ghislain Hanoula, hein. Et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est qu'ils ont leurs résultats en vitesse et en kilomètre-heure. Et donc à la fois, pour eux, c'est parlant et en même temps, après, ils auront envie de progresser par rapport à cette vitesse en kilomètre-heure. On peut passer, je pense, à la diapo suivante. Et donc moi, j'axe et j'envisage les progrès en vitesse selon 3 plans. Donc c'est pour ça que je disais que ça va complètement être en corrélation un peu avec ce que tu disais, Natacha. Alors d'abord, il y a le placement et la gestuelle de course par notamment un travail d'échauffement et de gamme. Donc je passerai un peu plus vite là-dessus parce que ça a été développé très bien, mais sur l'aspect d'avoir un pied technique, réactif au sol, toutes des choses qui ont pu être dites même par Olivier. Moi, je l'ai fait aussi travailler autour de la mise en action et en réaction à un signal donné. Donc, à la fois mise en action d'un point de vue d'une technique de départ qui serait plus ou moins efficace, et en même temps réagir à un signal donné le plus rapidement possible. Et enfin, je travaille aussi sur le fait d'éprouver et répéter des courses à différentes allures qui vont être conditionnées par la fréquence et l'amplitude. Et tu l'avais dit, fréquence, amplitude étant la vitesse. Donc, ces 3 situations, vous allez voir, qui sont très simples, mais que j'essaye d'habiller pour qu'on ait le maximum d'apprentissage possible. La première situation que je peux vous présenter, c'est un chat et la souris, tout bêtement, hein. Donc là, l'idée, c'est de travailler la mise en action et en même temps la réaction à un signal donné. Moi, ce que je veux sur cette situation-là, c'est que les élèves soient capables d'identifier et réagir le plus rapidement possible à un signal, mais qu'ils soient aussi capables d'identifier une mise en action pour qu'elle soit aussi, elle, la plus efficace possible. Ce que les élèves doivent faire, c'est très simple, hein. Pour le chat, c'est simplement attraper la queue de la souris, donc c'est une chasuble que porte la souris. Et pour la souris, c'est s'échapper du chat. Donc on peut, je pense, amener la petite fiche. Au niveau de l'organisation, la situation, pour moi, là, elle se déroule en binôme et elle s'organise comme un match, en fait. On a une mi-temps et au sein de cette mi-temps, on va avoir 3 attaques du même chat et ensuite 3 attaques du chat suivant. Une attaque, c'est donc une course de 15 mètres, comme vous pouvez voir sur la petite image. Et à l'occasion de cette situation, les élèves vont devoir réagir à un signal que je donne et qui est varié. Donc ça peut être hop, moi j'aime bien partir du chiffre 4, je ne sais pas pourquoi, mais bien évidemment, on va mettre des pièges pour qu'ils réagissent. Et par contre, pour garantir une forme de justice, le chat n'a le droit d'attraper la queue de la souris que après un repère au sol franchi, donc 3 mètres après le départ de la souris. Les clés de la situation, là, elles sont par contre complètement données à la souris. C'est-à-dire que la souris, elle a à la fois un pouvoir et à la fois une contrainte sur la première mi-temps du match. Donc on peut amener les petites postures. Donc la contrainte qu'elle va avoir, la souris, c'est qu'elle va devoir piocher une posture de départ. Donc posture A, B ou C. Donc A, effectivement, elle doit démarrer les pieds joints et les bras le long du corps. Posture B, elle est plus à l'amble avec bras droit devant et jambes droites devant. Et posture C, ce qui devrait être la posture théoriquement la plus efficace, bras opposés à la jambe.
Et elle doit donc se mettre dans cette position de départ et l'inscrire sur la petite feuille que vous voyez ici. Néanmoins, la souris, elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir de placer le chat derrière elle au plot qu'elle souhaite. Si elle place le chat au plot vert, ce plot est situé à 2,50 m, elle marquera un point si la souris réussit à conserver sa queue. Si elle place le chat à 2 mètres, ça apportera 2 points, et à 1,50 m, ça apportera 3 points. Donc c'est le plot rouge. Et ensuite, la souris remplit donc sa fiche qui apparaît là sur l'écran. La souris, elle va donc aussi devoir faire des paris et jouer sur une forme de conflit un peu risque-bénéfice. Et puis sur la deuxième mi-temps, moi ce que je propose les mêmes règles, mais les chats n'attaquent plus que 2 fois et il n'y a plus de contraintes sur la posture. L'idée c'est que la souris adopte à ce moment-là la posture de départ qui lui paraît être la plus efficace, mais sans l'imposer. Donc à ce moment-là, la souris elle choisit et c'est à ce moment-là que moi je peux amener un temps d'échange un peu plus conscientisé en disant qu'est-ce qui t'a paru être la posture la plus efficace, à quel moment, quand tu avais pris plot jaune, t'as gagné, etc. Donc là, moi, le pas en avant que j'envisage sur l'aspect courir vite, c'est ici, j'espère que l'élève comprenne que pour courir vite, il faut à la fois adopter une technique de départ qui favorise une accélération optimale, mais aussi être dans une attitude de concentration et d'attention extrême. Donc là, vous voyez à la vidéo un petit peu la situation, comment elle s'organise. Et donc, ça permet aussi de réagir au temps de réaction. Et le temps de réaction, de toute manière, est une variable qui s'entraîne et qui se travaille en le répétant. Donc, ça le travaille aussi. Je crois que c'est Natacha, tu parlais d'âge d'or aussi de l'apprentissage. On a aussi un âge d'or de l'apprentissage à la réaction du temps de réaction. Par contre, au-delà du pas en avant sur l'aspect courir vite, je retrouve d'ici sur la situation des élèves qui sont engagés grâce à l'activité de match, mais aussi parce qu'ils font des choix qui auront des incidences directement sur leur score et où ils semblent prendre du plaisir. On voit vraiment que sur la situation, ils adorent ça. Alors là, on va un peu passer, ou alors on monte la vidéo, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc ça me permet d'arriver sur ma deuxième situation où je vais passer beaucoup plus rapidement puisque ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà entendu. Là ici, c'est des parcours de gamme athlétique où l'idée est de travailler le placement gestuel des élèves. Donc pour moi, le but, c'est d'enrichir leur motricité, surtout notamment au niveau des appuis, mettre de la force au sol et surtout être capable de réagir rapidement au sol pour être le plus aérien possible. Ça, c'est ce que disait Christophe. Et ce que l'élève doit faire, il doit passer sur 6 ateliers différents. Donc on a un atelier de travail en fréquence gestuelle avec des lattes. On a un atelier de talons-fesses, de montée de genoux. Moi, j'appelle ça du genou tracté. Mais en fait, toi, tu disais tirade, je crois. Donc c'est alterner, c'est tirade, ce que tu disais, je crois. Ouais, c'est ça, moi j'appelle ça les foulées tractées. Mais du coup, le genou tracté, il y a une jambe qui est en montée de genou et l'autre jambe qui est en foulée tractée, donc en tirade. Un travail de petit rebond, comme on a pu voir avec toi sur les haies, et un travail de foulée tractée, donc juste tirade. Ce que l'élève a à faire sur la situation, il doit valider 5 passages par atelier pour pouvoir avancer et aller à l'atelier suivant. Et qu'est-ce qui fait qu'il va valider ou non un atelier? Mais en fait, il y a un coach, c'est-à-dire l'élève qui est juste derrière, qui connaît, lui, les critères de validation, parce que ces critères sont écrits au sol. Et alors, par exemple, sur le montée de genoux, c'est est-ce que l'élève regarde devant lui? Est-ce qu'il est bien sur la plante de pied, puisqu'on a appris ce que c'était que la plante de pied? Est-ce qu'il utilise ses bras? Si ça réunit ces 3 conditions, ben, j'écris sur ma petite feuille un V pour valider, et il me faut 5 V pour passer à l'atelier suivant. Bien évidemment, les critères d'observation là, ils vont évoluer au fil de ma séquence d'enseignement, à la fois pour amener une forme de progression et en même temps pour qu'on ait une forme de dissonance et que les élèves soient un peu plus motivés aussi au fil des séances. De toute façon, ouais, on peut mettre, je pense, la vidéo. De toute façon, les élèves sont quand même assez motivés sur la situation puisque ça suit toujours, moi, mon travail de 6 secondes où ils savent que en progressant aussi, notamment sur leurs appuis, etc., ils vont pouvoir progresser sur leur test 6 secondes et notamment sur un autre test. Donc, je pense qu'on peut avancer à ma dernière situation, qui sont donc du coup des parcours de travail en fréquence et amplitude. Donc là, ce que je veux, moi, sur la situation, c'est que l'élève éprouve différentes allures, des allures de course qui vont être conditionnées par la fréquence ou l'amplitude, qui vont être ici aménagées par des parcours, avec en plus des résultats chronométrés. Donc l'élève doit se rendre compte que la vitesse, c'est le produit de fréquence fois amplitude. Je veux que sur ces parcours-là, les élèves comparent et repèrent avec quelles foulées ils sont les plus rapides, mais aussi que biomécaniquement, par l'aménagement du milieu, de toute façon, ils se forcent à courir avec un peu plus d'amplitude ou un peu plus de fréquence selon leurs différents profils. Ça, on verra ça un peu plus tard dans la situation. Ce que l'élève a à faire simplement, c'est ils sont en binôme. On a un élève qui passe sur le passage, un élève qui chronomètre. Là, vous allez voir sur la vidéo que moi, j'ai un petit effectif. Donc, en fait, on a un élève qui peut chronométrer tout le monde et ça fonctionne comme ça. Les élèves doivent noter leur temps sur leur fiche.
Et j'installe donc 5 parcours lattés. Alors j'ai un parcours latté avec 3 pieds. Alors moi c'est facile, mon pied il fait pile 30 cm, donc c'est facile de mesurer comme ça. Donc j'ai un parcours de 3, 4, 5, 6 et 7 pieds. Donc ça va de 90 cm à 2,10 m d'espace entre mes différentes lattes. Et afin que le chronométrage soit représentatif, moi je marque une zone d'arrivée commune aux 5 parcours pour que les élèves réalisent au total une distance de 30 mètres par course, mais élan inclus. Donc, le chronométreur, il se place au milieu du parcours latté et il lance le chronomètre. Je pense qu'on peut peut-être remettre la vidéo. Et il lance le chronomètre au moment où l'élève coureur commence le parcours latté, c'est-à-dire au moment où il a fini son élan. Il s'agit donc d'un départ lancé, ça je l'ai déjà dit, et le chronométreur arrête le chronomètre quand les élèves ont franchi la zone d'arrivée, à savoir donc que la distance chronométrée est de 24 mètres, puisqu'on enlève la zone d'élan. Ensuite, le chronométreur donne forcément le temps qu'a réalisé l'élève, il va le noter sur sa feuille. Et une fois que l'élève a réalisé les 5 parcours, moi ce que je veux, c'est que l'élève soit capable de repérer et d'entourer dans quel parcours il a été le plus rapide, et qu'il le réalise de nouveau pour confirmer à la fois que c'est bien le parcours où il est le plus rapide, et en même temps, car normalement, c'est sur ce parcours-là qu'on a le produit fréquence-amplitude le plus optimal. Par contre, ce que je propose en dernière course à mes élèves, la 5e, c'est qu'il doit choisir de réaliser soit le parcours plus grand que son record ou plus petit. Et ce qui va conditionner son choix, moi ce que je vais lui donner comme consigne, c'est ce qui devrait aiguiller son choix, c'est la perception de comment lui, il court. C'est-à-dire que si l'élève pense qu'il court plus en fréquence, alors il devrait choisir un parcours avec plus d'amplitude et inversement. L'idée là est que l'élève se confronte à le type de foulée où il serait peut-être un peu plus en difficulté. Et là, ça nous permet aussi de faire un peu de différenciation pédagogique et que l'élève soit encore en activité de choix. Donc sur la situation là, comment l'élève apprend, qu'est-ce qu'il apprend et qu'est-ce qu'il fait, moi je reviens bien évidemment sur une transposition, comme tu avais dit aussi tout à l'heure Natacha, sur on va lui rappeler les critères et on va essayer de transposer ce qu'il aura vu dans les gammes athlétiques. Donc poser l'avant du pied, placer ses bras, regarder devant lui, etc. Mais ça ils le font de toute façon quand même déjà, hein. L'élève sur la situation, il va apprendre biomécaniquement à courir en fréquence, mais aussi en amplitude, avec la double contrainte de l'aménagement du milieu, mais en même temps en plus du chronomètre qui renseigne une performance. L'élève apprend aussi ici en éprouvant différentes allures qui sont conditionnées par la foulée et à les comparer pour percevoir laquelle semble la plus efficace pour lui, dans le but de réaliser la meilleure performance possible, de toute façon ce qui est lié au champ d'apprentissage. Enfin, l'élève apprend et comprend que la vitesse c'est le produit de fréquence fois amplitude et qu'aucune de ces deux composantes ne doit être négligée au détriment d'une autre. Il peut aussi se rendre compte d'ailleurs qu'il avait peut-être un profil qui penchait plus vers l'une ou l'autre de ces deux composantes. Donc voilà les 3 propositions que j'ai pu faire. Alors je suis pas dupe, hein, je sais que la progression de mes élèves en vitesse, elle va pas être exponentielle. De toute façon, on a vu que ça dépendait de facteurs qui étaient beaucoup plus longs. Souvent, quand on travaille un cycle, c'est 8 séances. Donc là, effectivement, on n'a pas le temps de faire un progrès qui va être énorme. D'autant plus qu'on l'a dit aussi avec Olivier et Christophe, il y a un travail physiologique qui est super important, notamment en musculation. Je pense aussi en sprint en côte. Le PPG, comme avait dit Christophe. Et souvent progresser aussi en sprint, c'est une méthode de travail qui est plus behavioriste quand on est en sport de compétition, où le but, ça va être de chercher l'exactitude du geste pour gagner quelques centièmes ou quelques millièmes. Là, on n'est pas là-dessus. Par ailleurs, sur un cycle, moi, je mesure quand même, grâce à ces 3 composantes, quelques petits progrès. Par exemple, sur le 24 mètres, c'est un progrès qui est d'ordre de 0 seconde à 1 seconde, mais avec une moyenne d'une demi-seconde gagnée quand même sur le 24 mètres. Et sur mon test 6 secondes, en moyenne, 1 km/h de gagné quand même sur l'intégralité du cycle, pardon. Donc ils seront sans doute pas des grands champions comme Christophe, ça c'est sûr, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et de toute façon, ils auront quand même vécu là l'expérience courir vite. Voilà, merci. Merci beaucoup Maxime. Écoutez, merci à nos 5 intervenants et intervenantes pour leur partage, leur regard, qu'ils soient philosophiques, d'entraîneurs, de profs de PS. C'est aussi ce qu'on cherche, d'avoir un croisement sur une même thématique de plusieurs personnes. Pour essayer de pouvoir, pour les enseignants d'éducation physique et sportive, les éclairer et les amener à reconsidérer la façon dont ils enseignent, peut-être leur donner envie pour ceux qui avaient mis de côté un petit peu l'athlétisme, à redévelopper et à se remettre à faire courir leurs élèves dans les cours de PS. Alors, pour finir sur cette soirée-là, comme d'habitude, le kiosque. Alors, je suis allé rechercher des livres de littérature jeunesse que j'avais lus il y a quelques temps, qui sont vraiment des livres pour les plus petits, mais je les trouve poétiquement très forts et en résonance justement avec la petite vidéo que nous avons réalisée avec les enfants. Alors le premier, c'est Je n'ai pas dit parté de Audrey Poussier aux éditions L'École des loisirs.
un livre cartonné, pour vous dire, donc on peut l'ouvrir aux plus petits ou alors aux plus grands qui ont encore du mal à tourner les pages. Comme à son habitude, Audrey Poussier, par de grandes illustrations et peu de discours, traduit et comprend le sens social des petits riens de la vie et des moments partagés. Un groupe d'amis se prépare à faire la course, mais faux départ. Pourtant, tout le monde court. Qui va gagner? Un deuxième ouvrage, Prums dus 3, de Michel van Zeveren, aux éditions Pastel. Anatole est un lièvre très rapide et Firmin une tortue. Mais pas question pour Anatole de revivre la fable. Il court tellement vite qu'il va se dépasser. Prums est devant, Troise est derrière. Je ne peux pas souscrire à la morale de cette histoire parce que, en fait, pour l'auteur, rien ne sert de courir, il est préférable d'aller à la pêche. L'auteur serait-il passé à la côté du sens humain de la course? Sans doute il n'a pas fréquenté notre soirée de l'EPS. Cours de Lee Harley aux éditions La Joie de lire, un livre poétique qui résonne avec la soirée de l'EPS sur la course. L'auteur saisit la trace de la joie d'un animal qui joue à courir vite. Les dessins s'enchaînent et plongent l'imaginaire du lecteur ou de la lectrice dans la course effrénée du personnage. Les crayonnés épurés donnent toute sa force au sens de la course et des émotions, un livre de jeunesse original. Et quand même, dernier ouvrage pour faire un retour quand même historique sur la revue Contre-Pied, qui a maintenant presque plus de 10 ans, un numéro sur la course, où d'ailleurs Raphaël Vercher avait participé. La course et la marche restent l'un des sports, selon les sports les plus populaires. Une paire de baskets et voilà les premiers pas de la construction d'une nouvelle liberté humaine. La revue Contre-Pied choisit de démontrer qu'un coureur et une coureuse se construit un choix à contre-courant des thèses qui visent à rester biologiques qui visent à rendre biologiques les performances des coureurs et des coureuses, en particulier lorsqu'ils sont noirs ou africains. Elle prendra aussi un autre angle d'attaque sur les contenus de la course en développant l'enjeu d'une construction technique du coureur, un regard qui questionne nombre d'entraînements et qui entre dans la course surtout par un traitement physiologique du progrès. Voilà un propos qui prolonge totalement la soirée de l'EPS que l'on vient de vivre sur la course de vitesse et qui place la technique au cœur d'un certain nombre d'études et d'apprentissage. Et nous pouvons faire nôtre les mots d'Alain Becker dans l'édito lorsqu'il dit « La performance est but et moyen, conditions et modalités d'élaboration du savoir sur soi, à condition que l'on dépasse une vision restrictive, chiffrée, mesurée, bien que légitime de la performance sportive. Qu'on fasse l'effort de la penser d'abord comme une réalisation humaine de l'imaginaire, sans paresse comme un fait de culture, la manifestation d'une activité culturelle. » Merci encore à toutes et à tous et rendez-vous demain dès midi sur la place de la République. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez vous connecter sur Facebook et sur le Zoom, sur l'émission au cœur de la manifestation de l'éducation physique et sportive, avec de très nombreux invités et EES, des hommes politiques, des chercheurs, des médecins, des profs de PS. Bonne soirée à toutes et à tous et encore merci à nos 5 intervenants et intervenantes. Merci beaucoup, bonsoir. Avec plaisir. Ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive.